matière de climat, d'énergie et de ressources, et puis forcément de leurs impacts, et de leurs impacts sur les territoires, de leurs impacts sur l'économie de manière globale, et puis de leurs impacts sur les entreprises de ce territoire. Je m'appelle Olivier Piat, je vais vous accompagner tout au long de cet après-midi, un après-midi qui se veut un moment d'échange et de partage, de débat, ce qui signifie qu'à l'issue des interviews que je vais réaliser en compagnie de nos intervenants, je vous inviterai tout simplement à participer, à poser des questions, à témoigner, à nous faire part d'un certain nombre de solutions que vous aimeriez voir mises en œuvre sur ce territoire. Alors, comme un clin d'œil à l'économie circulaire, sachez que les fauteuils qu'on a sur scène ont été prêtés gracieusement par la société Sellerie Industrielle 3A, qui est dirigée par Guillaume Vivier. Ce sont des fûts métalliques qui ont été récupérés, recyclés, et qui sont dotés d'une assise faite avec des chutes de cuir, comme quoi rien ne se perd, tout se crée. Quant à la table basse, qui n'est pas tout à fait basse, qui est même un peu haute, elle est à base de palettes, elle a été fabriquée par l'ESAT L'Éventail à Sarrebourg. Voilà, vous voyez, on est en capacité aujourd'hui largement de tout recycler. Avant de démarrer tous ensemble, j'aimerais tout simplement que vous pensiez à mettre vos téléphones portables sur mode vibreur pour éviter toute sonnerie intempestive durant les échanges. Alors, comme nous allons parler des règlements climatiques, de son impact sur nos modes de vie, je vous propose de regarder d'emblée une courte vidéo et on se retrouve après. Magnéto. Saluer d'abord la tribune de tout à l'heure, donc Corinne Lepage et Nicolas Mélan. On excuse Monsieur. D'abord saluer les entreprises, les acteurs économiques, parce que c'est vous qui êtes aujourd'hui à l'honneur et on vous remercie de nous rejoindre dans notre lutte contre le dérèglement climatique. Si vous êtes là, c'est que vous êtes sensible à ce dérèglement. Saluer bien sûr nos personnalités, tout d'abord Monsieur Christophe Duverne, notre sous-préfet, qui remplace notre préfet qui m'a encore fait savoir il y a 2 jours qu'il aurait vraiment voulu être parmi nous, mais il avait d'autres obligations. Saluer notre député, Fabien Di Filippo, le maire de Sarrebourg, Alain Marty, Patrick Reichel, vice-président du conseil départemental et qui représente Patrick Weiten. Saluer nos partenaires institutionnels, Christophe Barrel de l'ADEME. Saluer la région Grand Est, représentée par M. Després, M. Bastian, l'agence de l'eau Rameuse, M. Hézin, Moselle Attractivité, Madeleine Sivers. Saluer aussi et surtout nos collègues élus, mes collègues élus du territoire bien entendu, Sarrebourg-Moselle Sud, les maires, vice-présidents de la communauté de communes, mais aussi des communautés voisines. La plus éloignée, c'est le bassin de Pompée, l'Alsace-Bossu, le pays de Phalsbourg, le territoire de Lunéville à Baccarat, le pays de Saverne, le Saulnois. Merci d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis également un salut amical à Camille Ziger, président du PETR, à Pierre Singer, président du Conseil de développement, à la représentante de la Chambre des métiers, Madame Ternard, et le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est, M. Ricci. Bienvenue à toutes et à tous, et je vous souhaite d'ores et déjà une bonne après-midi. Juste une petite carte postale du territoire qui vous accueille aujourd'hui. Sarrebourg-Moselle Sud, c'est une communauté de communes issue de la fusion au 1er janvier 2017 de 5 communautés de communes. Donc voilà, un travail
d'assemblage, de compromis, d'écoute et de confiance, mais qui aujourd'hui est au travail, est à l'action. Donc notre périmètre aujourd'hui, c'est 832 km², dont 6% seulement sont urbanisés. Donc vous voyez un peu ce milieu naturel qui nous entoure et cette biodiversité qui est présente et qui pourtant est de plus en plus fragilisée. Nous rassemblons 76 communes pour près de 47 000 habitants. Sur le plan économique, c'est 2116 entreprises pour 18 000 emplois, dont 11 000 sur la seule ville de Sarrebourg. On voit le rôle de ville-centre et le rôle de locomotive économique de la ville de Sarrebourg. Parmi ces 18 000 emplois, un tiers du secteur productif concurrentiel, donc industriel plutôt, et les 2 tiers restants, c'est du service, c'est du tertiaire, c'est ce qu'on appelle l'emploi résidentiel ou présentiel aujourd'hui, avec un taux de chômage de 6,3%, qui est donc relativement bas, et qui ne prend pas en compte l'arrivée et l'ouverture de la société Norma au mois de novembre dernier avec ses 180 emplois. 6,3% de chômage, c'est une situation confortable, vous me direz, mais n'est pas pérenne. C'est justement, c'est 30%, 33% et 77%, ce un tiers d'emplois productifs qui a nettement baissé. Depuis les années 1990 à 2000, nous avons perdu 2800 emplois industriels. Tout le monde, je pense, se rappelle de la société Bata en 2001, mais aussi Weiler à Lorquin, Chauffette à Sarrebourg, etc. Et dans le même temps, fort heureusement, nous avons pu créer 1000 emplois supplémentaires dans la sphère résidentielle. 3800 emplois supplémentaires, donc, qui a compensé largement les emplois industriels perdus, mais malheureusement, les emplois industriels, c'est souvent beaucoup plus de qualifications et d'intérêt pour le territoire. Donc, nos nouveaux moteurs de développement, c'est vraiment la consommation locale de nos habitants, mais aussi de nos touristes, puisque depuis 2010, nous sommes vraiment devenus un territoire destination touristique avec l'arrivée de Saint-Arpa, qui accueille quand même, produit quand même un peu plus de 1 300 000 nuitées par an. Vous voyez un peu le chiffre. Et ces touristes sont aussi des consommateurs potentiels sur le plan local. Et puis nous comptons de plus en plus de navetteurs, vous savez, ces personnes habitant notre territoire et qui vont chercher leurs revenus, qui travaillent sur Nancy, Metz et surtout Strasbourg. Il y en a 5400 qui partent de notre communauté de communes tous les jours, mais par contre qui dépensent leurs revenus sur notre territoire, et c'est ce qui provoque ces créations d'emplois. Mais il nous faut absolument marcher de nouveau sur nos 2 jambes, qu'on ait un équilibre entre les emplois productifs et les emplois résidentiels. Donc la réindustrialisation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que déjà réindustrialiser, c'est limiter les importations qui, malheureusement, produisent aussi une empreinte carbone très très forte. Nous travaillons actuellement sur de nouvelles filières comme le cuir, l'approvisionnement de cuir pour l'industrie du luxe, la laine de mouton, etc. Ce sont des débuts de réindustrialisation et vous savez que c'est relativement long à réindustrialiser un territoire. Alors oui, l'empreinte carbone, le dérèglement climatique nous intéresse, doit être au cœur de nos stratégies. Et la question qui se pose aujourd'hui pour nous, c'est pour le territoire du pays de Sarrebourg, c'est quel est le niveau de fragilité de notre territoire face aux bouleversements à venir. Et la deuxième question, c'est quelle réponse apporter pour en atténuer les effets, pour l'adapter à ce bouleversement. Et c'est de cela qu'on va parler de cet après-midi. Et si notre communauté de communes a pris l'initiative de cette conférence, c'est parce que nous sommes persuadés que les intercommunalités sont les mieux placées pour répondre. C'est l'échelle pertinente qui connaît le mieux les fragilités, les spécificités d'un territoire et d'en assurer un pilotage, une gouvernance et sans doute une expertise plus efficace. D'ailleurs, dans un récent sondage, 67% des Français ne croient pas à l'État pour apporter des solutions au dérèglement climatique.
Et si notre communauté de communes n'a pas attendu la loi sur la transition énergétique de 2015, eh bien, nous allons entre-temps chercher à préserver l'équilibre si fragile mais indispensable entre les activités humaines, les activités de nos entreprises, de vos entreprises, et bien entendu le territoire qui nous entoure. Ce territoire, vous l'avez compris, est très vaste, avec des forêts. 47% de notre territoire, ce sont des forêts. Le reste, ce sont des prairies et beaucoup d'étangs. Mais c'est un territoire fragile. Nous voyons déjà les premiers signes, le dépérissement de nos forêts, de hêtres, de frênes. C'est l'envahissement de nos épicéas par les scolites ou encore la contamination de nos étangs, des algues bleues, les cyanobactéries. Ce sont des signes qui ne se discutent plus et contre lesquels nous devons nous mobiliser. Nous sommes les gardiens de la biodiversité et pas les propriétaires. Prenons-en soin en tant que gardiens. Nous avons, dans tout ce travail, obtenu de nombreux labels déjà à ce jour. Nous sommes territoire énergie positive pour la croissance verte, territoire zéro déchet, zéro gaspillage, territoire vélo et territoire, espace info énergie, bien entendu écologie industrielle et territoriale, nous en parlerons cet après-midi, ainsi que Cap Synergie. Alors Cap Synergie, c'est tout neuf, c'est une certification que nous avons obtenue hier seulement à Bordeaux, et je salue et remercie le maire de Boyères, vice-président en charge du développement durable de notre communauté de communes, qui allait récupérer ce trophée hier à Bordeaux lors des assises européennes de la transition énergétique. Je rappelle également la candidature du pays de Sarrebourg pour être reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO. Sur le plan énergétique, nous disposons d'une flotte de 7 véhicules et puis nous avons déployé sur notre territoire 6 aires de mobilité qui peuvent accueillir donc toutes les mobilités douces. Enfin, nous avons tout un déploiement de bornes de recharge et nous sommes aujourd'hui sans doute, pour un territoire rural, les mieux équipés du Grand Est à ce sujet. Enfin, la ville de Sarrebourg vient de signer et confier à Engie la réalisation d'un réseau de chaleur biomasse de 8 km et la communauté de communes, avec l'activité du pôle déchets, va couvrir l'ancien centre d'enfouissement sur 7 hectares de panneaux d'un parc solaire photovoltaïque. Pour autant, mesdames et messieurs, la lutte contre le changement climatique, c'est l'affaire de tous, de nous tous. Ce qui est certain, c'est que nos enfants, eux, n'auront plus à se poser des questions sur les modalités à mettre en œuvre. Ils devront vivre avec. Le contexte planétaire nécessite donc rapidement l'émergence de solutions et d'initiatives fortes, et l'écologie industrielle et territoriale, l'EIT, est à ce titre une des stratégies mobilisables pour répondre à l'enjeu écologique par une approche innovante, systémique et transversale. Un engagement de confiance volontaire et collectif qui vise notamment à mettre en commun les ressources, les moyens entre les acteurs publics et privés d'un même territoire. Mais en fait, le premier objectif de l'EIT n'est paradoxalement pas l'écologie. Ce qui est d'abord en jeu, c'est le maintien d'un système économique qui, il faut le reconnaître aujourd'hui, est un peu à bout de souffle. C'est donc faire coexister croissance économique et préservation de la planète. L'objectif de l'EIT est donc d'inventer de nouveaux modèles économiques plus robustes, plus durables, de nouvelles coopérations et créer des valeurs qui visent à permettre la résilience des activités des entreprises, de vos entreprises, la résilience de notre territoire. Oui, la démarche EIT que nous développons depuis 2 ans maintenant est celle d'une économie circulaire plus sobre. C'est une dynamique territoriale pour répondre aux défis de la réindustrialisation qui est nécessaire. Alors, mesdames et messieurs, nous devons être conscients de la gravité de la situation climatique, mais ne cherchons pas la faute, cherchons tout simplement le remède. Aujourd'hui, nous avons la connaissance scientifique pour y remédier. Il nous reste seulement à partager la volonté d'y parvenir. J'émets le souhait, le vœu que nos débats de cet après-midi puissent y contribuer. Très bonne réunion et merci encore pour votre présence. Merci beaucoup, Roland Klein. J'ai invité maintenant Laurent Wagner à rejoindre également le pupitre. Roland Wagner, gérant de PW Industrie, membre de Moselle Sud Entreprendre. Vous avez la parole, monsieur. Bonjour à toutes et à tous.
Je suis Laurent Wagner, je représente Moselle Sud Entreprendre, qui est un groupement de 25 PME, ETI et grandes entreprises du territoire. Nous cumulons 5400 emplois pour 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont plus de la moitié à l'export. L'association existe depuis une dizaine d'années et nous nous réunissons tous les mois pour parler de problématiques de chefs d'entreprise. Évidemment, le climat est l'un des thèmes récurrents. Je ne compte plus le nombre de dirigeants qui s'inquiètent de la raréfaction des ressources et qui s'interrogent sur la pérennité de leur business dans un monde où les énergies fossiles s'amenuisent. En effet, nous constatons quotidiennement les changements climatiques et leur impact significatif sur nos activités. Je vais vous citer quelques exemples vécus sur le territoire. Alors, 2 étés de sécheresse, c'est moins d'entretien des espaces verts, moins d'usure des machines nécessaires à cet entretien, et donc moins de business pour les entreprises qui fabriquent ces machines. Des baisses d'activité liées aux évolutions réglementaires, comme par exemple la disparition programmée des chaudières fuel dans les années à venir. Des pans entiers de l'économie qui doivent se repenser, se réinventer pour fabriquer les composants pour les véhicules électriques. Des difficultés d'appro de certaines matières premières, alors, de par leur raréfaction, mais aussi à cause des évolutions réglementaires qui compliquent leur exploitation. Alors, à l'inverse, nous, chefs d'entreprise, sommes également conscients de l'impact néfaste que nos activités peuvent avoir sur l'environnement. Et de nombreux dirigeants anticipent une forme de transition vers un modèle plus vertueux, en faisant rouler moins de camions sur nos routes, en supprimant des composés polluants dans nos process de fabrication ou en limitant les consommations énergétiques pour nos bâtiments. À notre échelle industrielle, toutes ces actions sont du bon sens qu'il faut évidemment mettre en œuvre. Mais les enjeux sont tellement plus importants et les intervenants présents aujourd'hui vont nous aider à mieux les appréhender. C'est pourquoi je leur cède la parole. Merci beaucoup. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. Et je vais inviter de suite sur scène Corinne Lepage et Nicolas Meillan. Merci de me rejoindre, provoqué par le naufrage du pétrolier Erika. C'était toujours malheureusement au large des côtes bretonnes. C'était en décembre 99. Juste une petite question d'ailleurs, Corinne Lepage, à ce propos. Total a-t-il fini par payer la totalité des dommages qu'il a causés? Oui. Oui. Avec satisfaction. C'est laborieux, mais oui. Bon. Et puis, vous êtes bien connue, Corinne Lepage, des Français, pour vos engagements politiques. Vous avez notamment cofondé le parti Génération Écologie, c'était il y a fort longtemps, en 1989. Puis un autre parti qui s'appelle CAP 21. CAP 21. Vous avez été également ministre de l'Environnement, c'était de 95 à 97 sous le gouvernement Juppé. Enfin, député, non? Oui, ça fait la bagatelle de 25 ans quand même. Bah oui, mais on rappelle quelques faits d'armes, madame. Enfin, député européen de 2009 à 2014. À vos côtés, Nicolas Meillan, vous êtes membre des Éconoclastes. Alors, les Éconoclastes, c'est une communauté d'une quinzaine de personnes qui se revendiquent comme un média alternatif avec pour objectif de bousculer les idées reçues, de bannir la langue de bois, d'être force de proposition, le tout dans une totale indépendance d'esprit. Et votre slogan, c'est « Bienvenue dans l'économie réelle ». Alors une fois qu'on a dit ça, on se pose quand même la question, c'est quoi les Éconoclastes? Vous l'avez assez bien résumé, hein. C'est un groupe de personnes, alors ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'on vient tous d'horizons différents, avec des formations différentes, des expertises différentes, et on se retrouve pour parler des mêmes sujets. Et donc avec... un regard différent. Avec un regard différent, avec des gens qui sont généralement pas d'accord, et donc ce qui permet le débat, et ce qui permet de progresser. Et donc ce qu'on fait principalement, et c'est presque... c'est qu'on se retrouve dans des endroits comme ici, puisqu'on va dans toute la France, on intervient donc sur ces thèmes énergie, économie, finance, géopolitique, bénévolement. Donc je fais même une proposition ici, si vous voulez que les Éconoclastes viennent à Sarrebourg, je viendrai avec plaisir avec mes compères. Revenir alors. On reviendra. Alors certains vous en connaissez peut-être, Olivier Delamarche, on a Olivier Berruyer, Philippe Deschat, Pierre Sabatier, Pierre Conessa, Virginie Pradel, il n'y a pas que des garçons. Mais on viendra avec plaisir et vous verrez, voilà, nous notre maxime c'est on parle des choses, on se base sur des faits et on parle sans langue de bois. Et puis on retrouvera tout à l'heure avec nous en
en direct, on l'espère, si la technique suit bien, Julien Bueb, qui est chef de projet développement durable chez France Stratégie. France Stratégie, c'est un peu l'ancêtre ou la succession plutôt du commissariat au plan, qui est inscrit aux côtés du Premier ministre, qui est un peu un laboratoire d'idées, qui apporte des idées, qui évalue un certain nombre de politiques publiques, mais on en reparlera tout à l'heure. Je vous propose de planter le décor, si vous le voulez bien, et de nous intéresser aux grands enjeux. Alors, le président ici de la communauté de communes a rappelé un certain nombre d'enjeux. On va les replacer, on va parler climat, on va parler énergie, transport, ressources naturelles, et puis dans un deuxième temps, on abordera toute la partie des solutions, celle qui vous intéresse certainement le plus. On va commencer avec vous, Corinne Lepage, et la problématique du climat qui fait l'actualité, qui ne cesse de faire l'actualité. Vous avez suivi plusieurs conférences mondiales pour le climat. Quels sont très simplement les grands enjeux dans ce domaine aujourd'hui? Que nous dit le GIEC, pour faire simple? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir parmi vous. Avant de répondre, monsieur, à votre question, je vous dirais que j'ai trouvé extrêmement revigorant les propos du président de la communauté de communes et du président ou représentant du groupe d'entreprise, parce que ce sont des discours qui ne sont pas tout à fait nouveaux, mais quand même un peu. Ça témoigne d'une grande prise de conscience en réalité, et au-delà de la prise de conscience, d'une véritable action qui est vraiment indispensable et qui montre que même si nous sommes un certain nombre à avoir eu le sentiment d'une certaine inefficacité de nos propos pendant des années, entendre ce qu'on a entendu tout à l'heure fait vraiment plaisir. Voilà, je voulais Très bien. dire. Alors maintenant, bon, le GIEC. La dernière fois que j'ai rencontré le vice-président du GIEC, c'était à Genève, il y a environ 2 mois. Et il a dit ceci, il a dit maintenant, nous on ne parle plus des constats, on considère que tout le monde sait ce qu'il a à savoir. Maintenant on ne parlera plus que des solutions. Pourquoi cette prise de position? Parce que rapport après rapport, que ce soit des rapports intermédiaires, des rapports thématiques, les choses sont connues. Les choses sont connues, c'est-à-dire que si nous ne faisons rien, nous sommes exposés à une augmentation de la température colossale, qui pourrait aller jusqu'à 6 ou 7 degrés, incluant ou n'incluant pas les mauvaises surprises qu'on pourrait rencontrer en cours de route, au-delà de 2 degrés, peut-être même un peu avant, en particulier en ce qui concerne le relargage du méthane qui est stocké en Sibérie, sachant qu'une tonne de méthane, c'est 24 tonnes de CO2, que depuis 2 ans, il y a des relargages qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a... Vous dites relargage, c'est tout simplement la terre se réchauffant, n'étant plus gelée. C'est des terres qui sont gelées. Oui, quand elles sont plus gelées. Quand c'est plus gelé, ça se réchauffe, comme aurait dit M. de la Palisse, ou le sapeur-camembert, et par voie de conséquence, ce qui est stocké sort. Et ça, c'est relargué. Donc on a assise depuis à peu près 2 ans, je reviendrai peut-être sur ce point, à d'énormes cratères de l'ordre de 500-600 mètres qui apparaissent en Sibérie et qui sont en fait du relargage de méthane. Ensuite, on ne sait pas bien comment l'océan, qui aujourd'hui est notre dernier bouclier, si je puis dire, puisque lui il stocke le CO2, va continuer à se comporter avec toutes les misères qu'on lui fait. C'est pour ça qu'on s'intéresse tellement au devenir de l'océan, à son acidification, etc. Parce que aujourd'hui, c'est là où se stocke la majorité, enfin une partie non négligeable du CO2 que nous émettons. Donc voilà. Ensuite, les derniers rapports du GIEC disent on pourrait faire 1,5 degré. On pourrait faire 1,5 degré si avant 2020, c'est-à-dire la fin de cette année, nous étions capables d'inverser la vapeur. C'est-à-dire de cesser d'augmenter nos émissions pour commencer à les réduire. Bon, j'ai beau être extrêmement optimiste, je ne suis pas sûre qu'on y arrive. Je suis même un peu persuadée du contraire. Mais ça veut dire qu'il y a une possibilité. Et sinon, c'est les 10 ans qui viennent, où il faut vraiment alors complètement changer notre modèle économique. Donc il y a une urgence. Les
colossal. Alors, je voudrais juste dire un tout petit mot sans être trop longue, mais c'est quelque chose qui m'a énormément frappé. Il y a un bouquin qui est sorti il y a environ un an d'un garçon qui s'appelle Nathaniel Rich, je pense que vous le connaissez, Nicolas, qui s'appelle Perdre la Terre. Ce livre est un petit bouquin qui raconte comment on a loupé le coche en 1980. Qu'est-ce qui s'est passé en 80 qu'on ait loupé Eh bien, le coche? je vais vous dire, en 1980, il y avait un président des États-Unis qui s'appelait pas Trump, il s'appelait Carter. Monsieur Carter était convaincu de la gravité du risque lié au dérèglement climatique. Monsieur Carter, il avait fait mettre sur les toits de la Maison-Blanche des panneaux solaires. Monsieur Carter, il avait commencé à prendre toute une série de réglementations pour réduire les hydrocarbures. Et monsieur Carter, il avait donné comme initiative à sa diplomatie de lancer une grande conférence qui devait se tenir au début de l'année 1980, au cours de laquelle il aurait dû se passer ce qui s'est passé aux accords de Paris, c'est-à-dire 35 ans plus tard. Sauf que, en 1980, M. Reagan a gagné les élections américaines à la place de M. Carter. Et quand M. Reagan est arrivé au pouvoir, tout ça est parti en l'espace de quelques semaines. Et donc la conférence qui devait se tenir à Copenhague ou à Oslo, je ne sais plus dans quel pays du Nord, s'est tenue, mais il n'en est sorti absolument rien. Et au contraire, est arrivé le climato-scepticisme et tout ce que l'on a connu pendant 20 ans, qui nous ont fait perdre 20 ou 30 ans extrêmement précieux. Voilà, c'est un livre qui est très intéressant, parfaitement documenté, mais qui fait vraiment réfléchir sur les grandes orientations que prend ce monde, et finalement sur des faits qui apparemment n'ont rien à voir, parce que ça, qu'est-ce qui a fait ça? C'est les prises d'otages à Téhéran, hein, c'est pas compliqué. Ces prises d'otages à Téhéran, c'est Carter qui s'en va, et c'est la planète entière qui perd l'occasion de mettre en place une vraie politique de lutte contre le dérèglement climatique. Voilà. Donc je voulais vous dire ça, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est marquant, qui est vraiment intéressant. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire et que c'est très difficile, parce que plus on attend, plus c'est difficile, plus ça coûte cher. Nicolas Meillan, une petite remarque par rapport à ce que vient de dire Corinne Lepage? Et puis ensuite, on fera un point sur l'énergie. Je pense que sur le diagnostic, maintenant, il est partagé. Moi, ce qui me chagrine, mais c'est que je pense qu'on doit aussi faire un autre constat, c'est qu'il ne faut rien attendre des autres, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va rien attendre du GIEC, c'est une très bonne chose. Les COP, c'est une bonne chose que les gens se parlent. Mais à 180, avec des intérêts divergents et à l'unanimité, on peut accoucher que d'une souris. On ne peut pas faire beaucoup mieux que ça. On a un peu plus d'espoir au niveau... Alors, européen, c'est difficile aussi, hein. N'importe quelle décision de fiscalité, par exemple, qui se fait à l'unanimité, si vous êtes sur le carbone, il y a comme des pays qui en émettent beaucoup, comme la Pologne. Et ils risquent de ne pas être d'accord. Donc, ça met fin directement à tout espoir. Après, il y a le niveau national. La France pourrait montrer l'exemple. Comme Emmanuel Macron avait pris le contre-pied de Donald Trump, elle pourrait le faire. On attend qu'elle le fasse, mais elle pourrait le faire. Mais le vrai échelon, c'est vous. C'est le local. C'est le territoire. C'est le territoire. Il n'y a rien à attendre des autres. C'est à vous de faire votre transition. C'est à vous de vous organiser. Et c'est vous qui serez, si vous l'avez fait, le mieux préparé que les autres. Et donc, voilà, en règle générale, ne rien attendre de personne. Comptez simplement sur vous et sur les gens qui sont à côté de vous. Alors Nicolas Meillan, on va faire juste un petit point rapide sur les enjeux énergétiques. On avait prévu de projeter un premier graphique, notamment pour parler du fameux pic pétrolier. On en est où de ce fameux pic pétrolier? Ça fait 30 ans qu'on en parle. Il est repoussé de date en date. On se dit, tant qu'il y a du pétrole, ça veut dire qu'on n'en a jamais... C'est ça, et en plus il coûte pas cher. Et en plus il coûte pas cher. Normalement, le pic pétrolier, c'est il y a 40 ans, il en restait 40 ans, et aujourd'hui, il en reste 40 ans. Donc, voilà. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors, par contre, on ne le repousse pas systématiquement, puisque l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est pas non plus l'ONG Bobo Écolo du coin, a reconnu qu'il avait été passé en 2008 sur le pétrole, ce qu'on appelle le pétrole conventionnel. Donc, c'est le pétrole qu'on peut récupérer avec des techniques conventionnelles, et qui représente à peu près aujourd'hui
les 3/4 de l'approvisionnement. Donc sur les 3/4, c'est fait. Il reste un quart. Ce quart, ce sont les pétroles non conventionnels. Et notamment des schistes, etc., c'est ça? Pétrole dit de schiste, mais Dit de schiste. le mot technique c'est de roche-mer aux États-Unis, les sables bitumineux au Canada. Et effectivement, George Bush en 2005 a voté une loi aux États-Unis qui a permis à cette industrie pétrolière de ne plus respecter les lois sur l'eau, Clean Water Act, ni sur l'air, Clean Air Act, et en plus de donner des avantages fiscaux à ces entreprises. Ce qui a permis le développement d'abord du gaz de roche-mer, puis du pétrole, ce qui nous a donné 10 ans de rab. Voilà. Quand on regarde les chiffres des réserves techniques, il faut savoir que quand on parle de pétrole, les chiffres qu'on vous communique, ce sont des réserves politiques ou financières, mais elles n'ont rien à voir avec les réserves techniques. Et preuve en est, par exemple, on vous dit souvent le Venezuela, première réserve du monde. L'histoire est assez marrante puisque c'est Hugo Chavez qui, à la fin des années 2000, a dit voilà, je veux être les plus grandes réserves mondiales réserves devant l'Arabie Saoudite. Il a pris un papier, l'Arabie Saoudite c'était 260 milliards, il a écrit 270, et voilà mes réserves aujourd'hui, c'est ça. Les gens ont dit mais non, c'est un peu gros. Et puis finalement c'est rentré dans les mœurs, et aujourd'hui les réserves, c'est ça. Théorique. Voilà, donc quand on regarde les vraies réserves techniques, l'histoire c'est qu'il y a 60 ans, non il y a 30 ans, il restait 60 ans de pétrole, et aujourd'hui, 30 ans plus tard, il en reste 30 ans, c'est à peu près logique. Et dans 30 ans, il en restera plus. Ben, il en restera moins. Encore un peu. Donc, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association pour l'étude du pic pétrolier, qui est faite d'anciens géologues pétroliers de Total, qui, avant de partir à la retraite, ne pouvaient pas s'exprimer sur le sujet. Voilà. Nous, on pense qu'entre aujourd'hui et 2025, on va avoir une contrainte, c'est-à-dire qu'on n'arrivera plus à augmenter le robinet de pétrole. Et en gros, il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis. Et les États-Unis, on voit déjà un ralentissement de la croissance, donc ça ne baisse pas, mais ça augmente moins vite. Quand les États-Unis n'augmenteront plus, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va pouvoir reproduire ce qui a été fait aux États-Unis, le pétrole de roche-mer? A priori, non. Il y a un certain nombre de raisons qui fait que ce ne sera pas reproductible ni en Russie, ni en Chine, ni en Argentine, qui sont les endroits où on pourrait en trouver. Et donc, il va falloir se débrouiller un peu différemment. Alors ces deux graphiques, là, très très rapidement. Alors ces deux graphiques, ça vous montre malheureusement que la plus grosse, une des très grandes fake news qui circulent, ça s'appelle la transition énergétique, puisque pour l'instant, ce qu'on sait faire, c'est simplement de l'empilement. On rajoute des choses aux choses. Donc quand on met des panneaux solaires, ça ne remplace pas quelque chose, c'est en plus. Quand on met des énergies renouvelables, c'est en plus. Quand on met des voitures électriques, c'est en plus. Et pour qu'on ait une véritable transition, il manque quelque chose qui s'appelle la sobriété. C'est-à-dire qu'on doit consommer moins et après on pourra changer. Ou à consommation équivalente, on rajoute ces énergies. Mais comme vous le voyez là, on empile pour l'instant. Et ce qui est préoccupant... On rajoute de la consommation à la consommation. Voilà, on va mettre des panneaux solaires, mais ça va être pour alimenter des panneaux publicitaires. Est-ce que c'est vraiment utile? Ce serait bien qu'on mette ces panneaux solaires pour baisser le charbon, baisser le gaz, baisser ce qui émet du CO2. Peut-être diminuer aussi notre dépendance au nucléaire en France, et je le rappelle à Donald Trump, puisque c'est lui désormais qui est l'ingénieur en chef de maintenance de nos centrales. Mais donc aujourd'hui, c'est un véritable problème. Et malheureusement, il y a une déformation un peu franco-française on adore les technologies, donc on parle toujours de technologie. Quand on parle de voiture, bon, j'ai une voiture diesel, il faut que je prenne une voiture électrique. Mais est-ce que tu as pensé à prendre un vélo, par exemple? Ce serait peut-être mieux. Peut-être que le vélo électrique, il marche aussi. Quand on parle d'électricité, on ne parle que de nucléaire, etc., etc. Non, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est comment est-ce que je diminue au maximum? Est-ce que, par exemple, je coupe la clim en hiver, dans une salle de cinéma, ce genre de choses? Comment est-ce que je diminue au maximum ma consommation? Et quand je l'ai diminuée, alors, je pourrais avoir beaucoup de renouvelables, beaucoup de choses, baisser significativement le nucléaire, mais malheureusement, la sobriété qui devrait occuper les 3/4 des débats
je pense qu'on en parle moins de 10% du temps. Alors, on va voir tout de suite en régie si on peut nous projeter. Voilà, un deuxième graphique, répartition des consommations mondiales d'énergie primaire. Ça nous permet de mieux savoir qui consomme quoi. Qui consomme quoi? Et vous voyez, bon, alors, on ne va pas le parcourir en détail, mais il y a notamment dans le transport, vous voyez qu'on utilise surtout du pétrole. Donc 95% c'est du pétrole. Pourquoi? Parce que le pétrole, on ne se rend pas compte de la quantité d'énergie qu'il y a dans un litre de pétrole, mais je vais vous donner un petit exemple. Quand je prends cette bouteille de 50 centilitres, la quantité, si j'avais du pétrole dans cette bouteille, elle fournirait le travail qui permettrait de pousser. Vous avez déjà tombé en panne peut-être? Vous avez déjà poussé votre voiture sur 1 mètre, sur 2 mètres? C'est lourd. Avec ça vous pousse votre voiture sur 5 km. Bon. Donc il y a beaucoup d'énergie là-dedans. C'est pour ça qu'on le met dans les moyens de transport. Mais si finalement cette histoire de pic pétrolier venait à se matérialiser, on pourrait avoir un petit problème. Quelles conséquences d'un problème sur le pétrole? Il n'y a pas besoin de remonter beaucoup en arrière pour se souvenir que la crise sociale la plus grave des 20 dernières années en France n'est pas due au pétrole, mais a été déclenchée en partie, notamment par une hausse du prix du carburant. Et on n'est plus à l'abri aujourd'hui d'avoir soit une hausse du prix du carburant, soit une baisse de la disponibilité. Et donc, il va falloir un petit peu s'organiser pour éviter que notamment, parce que quand on parle de transport ou de mobilité, une autre déformation française, c'est les gens parlent de Paris. Alors à Paris, les gens veulent savoir s'ils vont se déplacer en vélo, en trottinette, en bus, en tramway, etc. Bon, on s'en fout parce qu'ils font ce qu'ils veulent, mais il y a toutes les solutions. Ce qui est important, c'est qu'ils ne prennent pas la voiture. Le problème, c'est les gens qui n'ont pas le choix. Il y a beaucoup de gens, quand on va dans le milieu plus rural, où il n'y a pas de transport en commun partout, etc. Et donc c'est pour ces gens-là qu'il va falloir trouver des solutions, parce que s'ils ne peuvent plus se déplacer, comme c'était d'ailleurs le cas pour les Gilets jaunes, puisque ça leur coûtait plus cher d'aller au travail que de rester chez eux à ne pas travailler. Bon, là on a un problème, pour certains d'entre eux. Pour certains d'entre eux, oui. Pour certains d'entre eux. Et donc il va falloir s'organiser pour moins dépendre de ce pétrole. Je rappelle juste que... Dépendre aussi du charbon. Je vois à l'échelle mondiale, l'industrie est encore dépendante à 40% du charbon. Ça, c'est un autre gros problème, effectivement. C'est que... Alors nous, en France, on a une électricité décarbonée, qui a ses autres à côté, mais qui a au moins cet avantage-là. Au niveau mondial, la production d'électricité, c'est 40% en charbon. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est le cas depuis 30 ans. Et qui ne vous aura pas échappé qu'on s'est un tout petit peu développé économiquement, donc ça veut dire que ça augmente d'année en année, et pour l'instant on ne voit pas le moindre signe de baisse. Alors au niveau mondial, pas de signe de baisse, il y a quand même des pays, on peut souligner les efforts qui ont été faits, qui ont un coût d'ailleurs, mais en Allemagne par exemple, les énergies renouvelables intermittentes, solaire et éolien, sont passées devant le charbon et la lignite l'an dernier. Donc ça c'est une bonne chose. Alors ça va leur prendre encore 20 ans pour fermer leur centrale, ce qui est peut-être long, mais la chose la plus préoccupante aujourd'hui, si on veut avoir un impact sur le réchauffement climatique, c'est d'aller voir tous les autres pays pour réduire au maximum cette consommation de charbon. Je rappelle juste un chiffre, depuis 2000, 60% des émissions de CO2, 60% de l'augmentation, c'est juste le charbon. Très bien. Corinne Lepage, sortir de notre addiction aux énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, c'est possible, c'est réalisable? Alors, ce que vient de dire Nicolas est très important sur la sobriété. Je voudrais quand même rappeler que quand on a fait ce qu'on appelle en Europe le 3x20 en 2008, c'était réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre pour 2020, donc on y est. Passer à au moins 20% d'énergie renouvelable, en France on n'y est pas, et assurer une augmentation de l'efficacité énergétique, laquelle c'est pas tout à fait la même chose que la sobriété, mais enfin l'idée est un peu la même, c'était 20%. Ça on n'y est pas du tout. Personne n'y est, quasiment en Europe, et malheureusement en plus c'est devenu, je dirais pas option, mais pas contraignant. Or, c'est là qu'il faut faire les efforts les plus importants, ce qui rejoint l'autre aspect de la question climat
dont on parle moins, mais qui pour moi est aussi importante, c'est l'adaptation. Tout à l'heure, un des intervenants a dit « nos enfants sont dedans ». Ouais, nous on y est déjà dedans. Et la question de l'adaptation est une question extrêmement importante. Or, la sobriété est un élément clé de l'adaptation. Parce que si vous apprenez progressivement à moins consommer d'énergie, eh bien, nécessairement, vous réduisez votre empreinte carbone, mais en même temps, vous êtes préparé à des augmentations de coûts, vous êtes préparé à des réductions éventuelles de produits disponibles, etc., etc. Donc la priorité des priorités, c'est la sobriété. C'est apprendre à consommer moins. Oui. Consommer moins d'énergie, hein, en tout j'entends. cas, moins Consommer moins et mieux. Et mieux. Et la répartition est très intéressante parce que vous n'utilisez pas la même source d'énergie pour les mêmes objets. Pour se chauffer, par exemple, c'est pas bien se chauffer à l'électricité. Pas une bonne idée. Bon. Pour le transport, effectivement, jusqu'à maintenant, ça a été largement le pétrole. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose, un éventail qui est plus large. Le vélo, c'est très bien, mais on ne peut pas forcément tout faire à vélo. Et les trajets plus longs, c'est pas possible. Les personnes âgées, c'est pas forcément possible, etc. Donc, il faut trouver effectivement les solutions alternatives. Et ça me paraît quelque chose de tout à fait sérieux. Alors, reposez-moi maintenant la question que vous m'aviez posée. Que j'ai... Sur la sobriété. Oui. Enfin, mais avant. la question que je vous avais posée avant, Oui. c'était est-ce que c'est réalisable de se passer de notre addiction au pétrole et au charbon? De toute façon... on s'en fiche que ce soit réalisable, il n'y a pas le choix. Non, de toute façon, on va y aller. Alors, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. D'abord, qu'il y a eu de telles pressions dans le monde que les investisseurs en faveur du charbon deviennent quand même beaucoup plus rares. Et que beaucoup d'établissements financiers qui finançaient des projets charbonniers ne le font plus. Alors, c'est pas dans le monde entier, mais c'est quand même dans beaucoup de pays. Deuxièmement, si la Chine continue à réaliser des centrales au charbon, elle en fait de moins en moins et elle est quand même devenue un des leaders mondiaux du renouvelable. D'abord parce qu'elle nous exporte ses produits, mais en dehors de cela, parce qu'elle en réalise énormément chez elle. Et pour être allée il y a maintenant une année à Pékin, j'ai pu constater qu'effectivement, les 4 jours que j'avais passé là-bas, 3 jours, il y a du ciel bleu. Ce qui n'était plus le cas depuis des années-lumière, parce qu'on ne respirait plus. Donc il y a des efforts qui sont faits, y compris dans ces pays. Il y a aujourd'hui, en sens contraire, il y a effectivement ce qui se passe dans la forêt amazonienne, qui est absolument catastrophique, ce qui s'est passé en Australie. Bien Il sûr. va avoir évidemment, d'abord c'est tragique, totalement tragique. Pour la biodiversité. Pour la biodiversité, pour le territoire, on a l'impression qu'on est tous menacés de ça, quelque part. Mais au-delà de ça, ça va être une augmentation importante des émissions de gaz à effet de serre cette année. Les incendies d'Australie. Ça va faire monter de manière non négligeable nos émissions pour l'année 2019. Allez, on va essayer, si en régie on est prêt, on va essayer de rejoindre Julien Bueb, s'il est avec nous. On va voir ça dans un instant. Voilà, il est là, je crois bien. Bonjour, en direct, je l'ai dit tout à l'heure, vous travaillez chez France Stratégie. On va parler de 2-3 enjeux avec vous, Julien Bueb, et notamment des enjeux qui auront un impact sur nos modes de vie et nos modes de production. Il s'agit de la raréfaction d'un certain nombre de ressources et de matières premières, comme les métaux, les minerais, et puis bien sûr ce qu'on appelle les terres rares, dont l'extraction pose par ailleurs de nombreux problèmes environnementaux. Quels sont les constats que vous faites dans ce domaine aujourd'hui? On aura un petit graphique qu'on pourra mettre pour nos amis ici. Voilà. Oui, alors tout d'abord, je vous remercie de l'invitation, je remercie les organisateurs et également, je tiens à m'excuser pour ne pas être présent. Déjà, je suis désolé de ne pas être présent aujourd'hui avec vous. Concernant les consommations de ressources, en fait, le graphique que je vous ai fait passer... Voilà, extraction de matière par type de ressources 2015-2060, c'est celui qui s'affiche pour nous. Exactement, je le vois en fait, je le vois en direct. D'accord. Je vois ce qui s'affiche. Je vois même ma tête quand elle passe à l'écran. Donc il n'y a pas de souci, je vois ce que vous avez.
Et donc ce graphique en fait montre en fait qu'il y a une croissance, en tout cas assez forte, voire exponentielle, de toutes nos consommations de ressources, quelles qu'elles soient. Et la consommation de métaux, elle est complètement liée à la croissance économique, comme l'est en fait la consommation énergétique. Tout ce qu'a dit Nicolas avant est tout à fait va de pair avec ce que je vais dire là. Donc ce qu'on voit en fait, notre consommation de ressources aujourd'hui, elle est largement insoutenable. On épuise largement la terre sur toutes ses formes, hein. Toutes les activités extractives, de quelque forme que ce soit, engendrent des nuisances en termes d'eau, assez très fortes. Hein. Les activités extractives sont parmi les plus polluantes au monde. Hein. Donc ça a des impacts sur les écosystèmes, sur l'eau, la biodiversité, sur les sociétés locales, généralement, le climat également. Ça provoque des remontées de métaux lourds, ça laisse échapper des particules fines, il y a beaucoup d'éléments aussi. Quand vous évoquiez les terres rares, il y a certaines terres rares qui sont radioactives, donc ça engendre énormément de nuisances. Et donc sur ce graphique-là, on voit consommation exponentielle, on anticipe des besoins sur tous les types de ressources. En 2060, encore d'une accélération, même si le PNE, c'est un graphique du PNE que vous avez là, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, envisage un monde soutenable avec une croissance quand même, mais ça laisse supposer énormément d'hypothèses extrêmement fortes qui sont de dire que toutes nos énergies qui vont servir à l'extraction des ressources sont des énergies renouvelables, qui laissent penser qu'on peut tout recycler. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais c'est pas vrai. On ne pourra jamais tout recycler. Il y a tout un tas de pertes. Je pourrais y revenir tout à l'heure. Et voilà. Donc il y a une problématique de notre consommation vis-à-vis des ressources. Il y avait dans votre question également un deuxième aspect, si je ne m'abuse, qui concerne, si j'ai bien entendu, parce que des fois ça passe mal, arrêtez-moi si je me trompe, ça concernait la raréfaction et la pénurie en fait qu'il pourrait y avoir. Tout à fait. Alors, sur ces aspects-là, il faut bien comprendre en fait que la raréfaction et les pénuries qui peuvent s'engendrer, elles dépendent de plusieurs paramètres, et c'est quelque chose de relatif. On ne peut pas imaginer en fait une ressource qui, du jour au lendemain, n'existera plus. Du pétrole, il y en aura. J'ai titillé Nicolas, mais je sais, on échange régulièrement dessus, mais on est d'accord. Du pétrole, il y en aura toujours, sauf qu'il faudra mettre de plus en plus d'énergie pour en extraire. Si on prend les schistes du bitumineux du Canada, par exemple, on gaspille plus d'équivalent énergétique pour produire l'unité énergétique. C'est-à-dire, on utilise par exemple entre 80 et 100 volumes d'énergie pour produire 80 et 110 volumes d'énergie pour en produire 100 sous forme de pétrole. Et ça, on gaspille de l'énergie sous forme de gaz au nord du Canada pour produire de l'énergie. J'y reviendrai après. Donc, ce caractère relatif, il va dépendre de trois paramètres. Le paramètre géologique, on le voit sur la carte, en fait, les ressources dites critiques qui servent à tout ce qui est de la haute technologie, aux énergies renouvelables, au numérique. Elles sont assez concentrées géographiquement. Et donc, géologiquement, il y a une répartition qui peut être assez problématique en termes d'approvisionnement et de sécurité des approvisionnements, d'où une possibilité de raréfaction des ressources. Il y a également un paramètre technique à prendre en compte. L'innovation technique permet en fait d'aller chercher de nouvelles ressources plus profondes, dans des lieux qui sont gelés en permanence. On a parlé des gaz de schiste, c'est exactement la même problématique. La technique évolue, donc on peut aller extraire de manière différente, plus loin, de manière... Voilà. Et il y a un troisième pas, oui. Et si on constate un certain nombre de pénuries, peut-être sur certaines ressources dans les années ou dans les dizaines d'années à venir, si c'est le cas, quelles sont les ressources dont on pourrait manquer, notamment dans le secteur des high-tech ou dans le domaine industriel, des choses qui peuvent être utilisées aujourd'hui sur ce territoire par les industriels? Ouais. Alors je vais revenir parce que c'était juste dans la continuité de mon explication. Non, il n'y a pas de souci. Le troisième paramètre, c'est le volet commercial ou économique plus largement. En fait, étant donné qu'il y a une répartition géologique, il peut y avoir des tensions sur certaines ressources, comme ça a pu se passer par le passé. Notamment la Chine, on voit qu'elle concentre énormément de ressources dites ce qu'on appelle stratégiques ou critiques, ou ce qu'on appelle également des petits métaux. Tout ce qui sert en fait à tout ce qui est industrie de pointe, en grosso modo. Et
là-dessus, généralement, en fait, la contrainte, elle vient principalement de tensions commerciales ou de stratégie industrielle. Si on doit parler des terres rares, comme vous l'avez fait, où il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement, en fait, la crise des terres rares s'est matérialisée autour de 2009, entre 2009 et 2011. La Chine a, dès le début des années 2000, augmenté par des mesures de politique commerciale, mais par une logique industrielle derrière, je vais vous l'expliquer, ses quotas d'exportation et ses taxes à l'exportation. Pourquoi ? Pour forcer les industries qui avaient les technologies pour raffiner les métaux, pour les transformer, à venir s'installer en Chine, pour que la Chine, en fait, fasse des sauts technologiques et qu'elle puisse s'approprier des techniques et des technologies et augmenter, en fait, la valeur ajoutée sur son territoire. Là-dessus, les pays occidentaux n'ont pas su s'adapter, outre qu'en portant plainte devant l'organe des règlements des différends. Mais évidemment, l'organe de règlement des différends, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui gère en fait ce genre de problématiques. Et évidemment, les solutions sont arrivées trop tard et les technologies ont été perdues dans quasiment tous les pays occidentaux concernant le raffinage des terres rares. Et donc, en fait, ça entraîne des goulets d'étranglement et par des politiques commerciales, oui, il peut y avoir des flambées de prix. Essentiellement, ça vient de là. Parce que quand il y a des flambées de prix uniquement dues à l'offre et à la demande, sans atteinte de politique commerciale, il y a des ajustements par le marché qui se font très vite. Sur tout ce qui est métaux critiques, encore une fois, par exemple, au début des années 2000, il y a eu une crise sur le palladium. Les prix sont montés très vite. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un ajustement assez rapide. C'est que les Russes, en fait, ils ont des mines de nickel, et le palladium est un coproduit du nickel. Et il a fallu juste, en fait, raffiner davantage le nickel pour produire du palladium. Les techniques étaient connues, sauf que c'était plus simple et c'était pas rentable de le faire avant. Là, on a pu le faire assez rapidement. Donc, les ajustements de prix peuvent se faire. Donc, s'il y a vraiment pénurie, c'est généralement dû à des stratégies étatiques. La Chine a très bien compris ça, encore une fois. Je pointe la Chine parce que c'est vraiment le pays qui a le plus donneur de leçons là-dessus. Eux, ils achètent énormément de mines à l'étranger, ils achètent énormément d'entreprises et de technologies à l'étranger aussi, sur tout un tas de métaux différents pour connaître les techniques et s'approprier les savoirs quand il y en a besoin pour devenir leader mondial maintenant sur le véhicule électrique, sur la fabrication d'éoliennes, sur la fabrication de panneaux solaires, etc., etc. Il y a un autre paramètre, je reviendrai après, c'est en fait l'énergie massive. D'accord. On reviendra vers vous un petit peu plus tard, si vous le voulez bien, Julien Leheb. Là, on va s'intéresser maintenant aux solutions, j'allais dire, à mettre en place ici sur le territoire pour éviter ces flambées de prix, pour éviter de trop consommer. On va tout de suite se tourner vers Corinne Lepage. Vous avez entendu le discours Un petit mot de oui. ce qui vient d'être dit. On a parlé des choses rares, des métaux, le cobalt, etc. Mais même des produits basiques comme le sable posent problème. On manque de sable ? Oui, on manque de sable. On a extrait énormément de sable, avec des conséquences écologiques extrêmement graves. Parce qu'effectivement, quand vous n'avez plus de sable sur les côtes, eh bien la mer rentre et vous avez une salinisation des terres de telle sorte que les terres agricoles perdent leur qualité agronomique et on manque de sable. Oui, ça paraît absurde parce que c'est quelque chose de basique. Donc je rappelle simplement cela pour dire que le problème des ressources, c'est bien sûr le problème des métaux qui sont les plus précieux, les plus rares, mais c'est un sujet qui se généralise, y compris sur des éléments tout à fait basiques. Maintenant, j'en reviens à votre sujet. Oui, moi je suis une fervente convaincue et depuis très longtemps de l'importance des territoires, et là je pense qu'on est arrivé maintenant à un moment où les choses deviennent possibles et on est en face d'une forme de retournement par rapport à une organisation économique. Parce que progressivement, la réindustrialisation devient une nécessité. Le président l'a rappelé tout à l'heure, pendant 15 ou 20 ans, c'était très chic de se désindustrialiser et de dire qu'on devenait une économie de service. Seulement, on avait oublié que pour rendre un service, il faut un produit et que le produit, il faut bien le fabriquer quelque part. Que même lorsqu'on parle d'économie de fonctionnalité, d'économie de service, eh bien, il faut quand même le produit, à la base, il faut bien le fabriquer. Et donc, on en revient effectivement à des recherches
de réindustrialisation à partir des richesses qui sont propres à chaque territoire. S'y ajoute un élément qui pour moi est extrêmement important, qui s'appelle la décentralisation énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui commence. Vous avez des exemples à nous donner, Corinne Lepage, de décentralisation énergétique oui, bien sûr. ici en France? Je vais vous en donner, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je voudrais juste expliquer de quoi je parle. Nous sommes un pays très centralisé et avec un système d'électricité centralisé, puisque nous avons 57 réacteurs nucléaires qui fournissent l'essentiel de notre électricité. Sauf que nous avons maintenant des obligations au niveau communautaire qui nous imposent, ça ne nous fait pas plaisir, ou ça ne fait pas plaisir à un certain nombre, mais enfin, ça fait plaisir à d'autres, d'aller vers les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, par définition, elles sont décentralisées. Et la directive qui a été votée à la fin de l'année 2018, les directives, parce qu'il y en a 3 ou 4, du Parlement européen et du Conseil, poussent de manière extrêmement importante la décentralisation énergétique en développant ce que l'on appelle l'autoconsommation collective et individuelle, mais c'est collective ici qui m'intéresse, et en créant ce que l'on appelle des communautés locales d'énergie. La loi climat-énergie qui a été votée le 8 novembre 2019, donc c'est tout à fait récent, inscrit dans le droit français ces communautés locales d'énergie. Ce qui veut dire que l'on va pouvoir maintenant au niveau des territoires monter des systèmes mêlant entreprises, habitants, collectivités territoriales pour monter les projets d'énergie renouvelable avec des obligations, je dirais, de facilitation à tout point de vue, sur le raccordement, sur la comptabilité, sur la fiscalité, sur les coûts, les charges, etc. Et tout ceci devrait conduire en fait, à terme, à ce que le coût de l'électricité soit moindre, tout simplement parce qu'il n'y a plus de transport. Et donc il n'y a plus de déperdition d'électricité au moment du transport. Et cela permet aux territoires, au pluriel, à partir de leurs richesses locales, que ce soit le soleil, que ce soit le vent, que ce soit l'eau, que ce soit la biomasse, que ce soit comment ça s'appelle, la géothermie, que ce soit la mer, quand on est en bordure de mer, de pouvoir développer le modèle qui lui va bien. Hein, que ce soit le bois aussi, vous avez parlé des forêts. Et donc ça va être une capacité de développement qui est tout à fait importante. Ah, maintenant, vous me demandez, est-ce que j'ai des exemples? Oui, il y a des exemples. Je vais vous donner un ou 2 exemples. Vous avez les exemples d'abord de tout ce qui a été monté par une coopérative qui s'appelle Énergie Partagée. Il y en a peut-être du reste ici, sûrement d'ailleurs dans le Grand Est, qui sont les premiers à avoir monté des coopératives d'habitants pour financer des projets locaux d'énergie renouvelable. Ensuite, vous avez des communes. Alors, il y en a une dont le nom m'échappe, mais me reviendra, qui est dans l'Aisne. C'est un exemple qui est déjà un peu ancien, qui est une commune qui avait pour particularité de n'avoir pas été nationalisée au moment de la loi de 46, il y en a comme ça 150 en France, en ce qui concerne le transport de l'électricité. Et donc, elle a mis en régie non seulement sa production, mais également la distribution de l'électricité, ce qu'elle avait le droit de faire. Et le maire de cette commune, qui s'appelle Madame Le Tyran, c'est une commune de l'Aisne, avait décidé que sa commune serait totalement autonome de manière énergétique en 2014. Et elle a réussi son pari. 2008, quelque chose comme ça, 2014. Donc, entre les débuts des années 2000, elle a fait 2 mandats, et 2014, elle a complètement autonomisé son territoire, en commençant par une chaufferie bois, avec les bénéfices qu'elle a fait en vendant son électricité. Elle a fait 3 tiers, 1 tiers pour les habitants, 1 tiers pour la régie, 1 tiers pour l'investissement. Et elle a perduré dans ce système
ensuite il y a eu les éoliennes, ensuite il y a eu un champ photovoltaïque, ensuite il y a eu une deuxième champ d'éoliennes, et elle a terminé avec une deuxième chose de bois. C'est un territoire qui est arrivé à la neutralité carbone qui nous sera imposé d'ici 2050, oui, je crois. Oui, Oui. absolument, absolument. Et alors, ce qui est intéressant, c'est une commune de 10 000 habitants, donc c'est pas très très grand, mais elle a quand même conduit à la création de 2 entreprises, l'une spécialisée dans le BTP du renouvelable et l'autre spécialisée dans la gestion et l'entretien du renouvelable. Voilà. Et il y en a beaucoup d'autres. Hein. Cet exemple-là me vient à l'esprit, mais vous en avez maintenant de plus en plus en France qui marchent. Vous avez le Pays du Munet en Bretagne, par exemple, qui a fait une opération à peu près équivalente. Vous avez Daniel Cueff, dont on a beaucoup parlé pour ses actions anti-pesticides, qui est en Bretagne, à côté de Rennes, qui a monté à peu près la même chose sur son territoire. Et donc, de plus en plus, on voit des opérations de ce genre qui sont souvent couplées avec des opérations de construction. Alors, j'ai entendu que vous étiez un territoire à énergie positive. Ben, des opérations de construction de bâtiments passifs, voire à énergie positive. Et donc, c'est un cercle vertueux, en fait, qui se met en place, parce que d'abord, vous donnez aux habitants la possibilité de voir que c'est possible, que ça se fait, que c'est réalisable, et la possibilité, c'est quelque chose de très important. Ensuite, ça donne envie de faire pareil, parce que c'est bien, parce que ça a du sens, parce que ça marche bien. Et ensuite, c'est un moteur économique, une dynamique économique des territoires absolument formidable. Nicolas Meillan, la décentralisation énergétique. Moi, je suis plus axé sur le pétrole. C'est quand vous dites que vous êtes plus axé sur le pétrole. Moi, ma préoccupation première, c'est que les gens puissent continuer à se déplacer. Et donc, ça n'a pas beaucoup d'impact, si vous voulez, malheureusement, l'électricité. Et pour moi, ça, dans ma grille, c'est pas la priorité, c'est un peu plus bas dans la liste. Votre priorité des priorités, c'est bannir le pétrole. C'est son passé. Moi, je suis un enfant, je vais vous dire d'où je viens, en fait. J'ai eu la chance de faire des études aux États-Unis, au MIT à Boston. Et j'ai lu début 2010 un livre qui a été écrit en 1972 qui s'appelle Limits to Growth. En français, les limites à la croissance. Et qui dit en gros, pour faire simple, parce que ça a été mal interprété, mais qui dit au rythme de consommation des ressources, dans la première partie du XXIe siècle, nous allons avoir un problème. Nous allons avoir une contrainte. Il avait un modèle systémique où il prenait en compte, c'est le seul modèle économique où finalement on prend en compte que la Terre est ronde. Parce que tous les autres, on part du principe que tout est limité, que la Terre est plate. Et donc on ne prend pas cette idée de réserve ou de stock. Ça n'existe nulle part dans aucun modèle économique. Mais un seul qui a été fait en 70 et qui marche bien. Et qui dit que, et alors, si on va chercher un petit peu la date, ils n'ont jamais daté, ils ont dit première partie du XXIe siècle, mais à mes yeux, c'est entre 2020 et 2030. D'accord, on est début 2020, donc c'est demain. On ne sait pas où ça va coincer. Peut-être que ce sera une épidémie, une maladie. Mais le jour où ça coince, tout s'écroule. Voilà, c'est ça qu'ils ont dit. Il y a quand même, je parlais du pétrole, qui est quand même le centre de l'économie. On est dans une économie globalisée. On a eu des tensions au Moyen-Orient récemment, etc. Le jour où on a une contrainte sur le centre de l'économie, il y a quand même beaucoup de chances que le cœur s'arrête de battre assez vite. Et vous, en milieu rural, vous êtes très exposés à ça. Très exposés. Parce que les gens, s'ils peuvent plus se déplacer, parce qu'à Paris, pendant les grèves, on peut faire du vélo, c'est super, on peut faire du vélo électrique. Mais quand on n'habite pas à Paris, qu'il n'y a pas de piste cyclable, qu'on partage la route avec les 44 tonnes, on a un peu moins envie de faire du vélo. Et donc, ma préoccupation première, c'est comment est-ce que les territoires peuvent réduire au maximum leur consommation de pétrole. Et pour ça, vous avez des solutions? Oui, Justin. Oui. Non, mais juste pour réagir, si je peux. Oui, je vous en prie. Je ne suis pas sûre que ce soit antinomique. Oui. Je ne suis pas sûre que ce soit antinomique, parce qu'une manière de se préparer à ça, c'est justement d'aller vers des alternatives. Et je suis désolée, l'électricité est une alternative. Non pas le nucléaire, que personnellement je ne soutiens pas, mais les véhicules électriques. Vous allez me dire, ça pose de problèmes en termes de cycle de vie de batterie, tout ça. Ok, c'est vrai.
Bon. Mais de toute façon, il n'y a aucun système qui est parfait, il n'y a aucune production énergétique qui pose aucun problème, ça n'existe pas. La perfection n'est pas de ce monde. Si vous avez des systèmes intégrés dans lesquels vous concevez votre habitat comme un endroit où vous allez produire de l'électricité, qui va vous permettre d'alimenter une batterie, qui va vous permettre d'alimenter un véhicule pour vous déplacer, qui va vous permettre de stocker votre électricité pendant le temps où le véhicule ne va pas se déplacer, etc. Vous avez une logique, et là, vous donnez aux gens des solutions. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas antinomique. Et nous avons besoin, je suis d'accord, complètement 100% d'accord avec vous, de sortir du pétrole pour toutes les raisons de la Terre et le plus vite possible. Sauf qu'il faut que ça soit possible, donc il faut qu'il y ait des solutions alternatives. Ça veut dire des circuits courts, effectivement, ça veut dire de raisonner territorial, mais ça veut dire aussi de donner aux gens la capacité de maintenir un certain niveau de développement là où ils sont et là où ils vivent. Nicolas. Voilà. Oui, alors je suis d'accord que ça n'est pas antinomique, mais le problème, je pense, que l'on a, c'est qu'on a vécu dans un monde où on pouvait se permettre de dépenser un peu à droite, un peu à gauche, un peu au milieu, un peu en bas. Je pense qu'on arrive dans un monde qui est un peu contraint et que les budgets aussi des collectivités sont un peu contraints, donc il y a des arbitrages à faire. On ne pourra pas tout faire. La question, c'est où est-ce que je mets mon argent en premier et dans quoi. Et donc moi, personnellement, l'argent, je le mets en premier. Alors d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est ce que je vais vous raconter, ça ne coûte pas 1 euro, donc au moins vous aurez toujours un peu d'argent pour faire autre chose. Je pense qu'il y a des choses très très simples à faire, si on parle un petit peu de solutions. Allez-y. Bon, le pétrole, à quoi ça sert en France? Ça sert à 2 choses, principalement. Ça sert à se chauffer. Et dans le milieu rural, il y a encore beaucoup de chaudières au fioul. Donc une des priorités, c'est de les remplacer par autre chose. Alors effectivement, quand on peut avoir des solutions de géothermie, des panneaux solaires, d'autres choses, donc ça peut contribuer. Ce qu'il faut éviter, bon, il y a toute une discussion sur le chauffage au gaz. Le gaz, on n'en a pas en France. Et le gaz qu'on a en France, vous serez peut-être content d'apprendre que ceux qui chauffent au gaz, vous vous chauffez un peu au gaz de schiste américain. Bon, parce que la France a une particularité, c'est d'interdire de faire les choses chez soi, mais par contre, quand il s'agit de l'acheter, il n'y a pas de problème. Et l'an dernier, en mars, en avril, on était quand même champion du monde des importations de gaz de schiste américain. Je ne sais pas si vous le saviez, maintenant vous le savez. Alors, je ne vais pas vous dire chez quel fournisseur il faut aller. Moi, je peux vous dire que je suis chez GDF et je ne consomme pas de gaz de schiste. Voilà. Parenthèse fermée, donc il y a le chauffage. Nicolas Meillan, ici on a un territoire, on a une salle remplie de chefs d'entreprise qui se posent bien sûr des questions, au-delà des questions du quotidien. Chez moi, est-ce que je remplace le fioul par du gaz, par de la biomasse? Mais dans leurs entreprises, elles ont des besoins forcément énergétiques pour produire. Elles cherchent à produire, elles cherchent à vendre à l'international si possible. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Parce qu'il va y avoir peut-être demain une flambée des prix du pétrole ou d'autres énergies. Non, alors au niveau des entreprises, bien évidemment, il faut que ce qu'elles doivent regarder, ça nous concerne tous chacun, mais ça concerne aussi les entreprises, c'est dans toute leur chaîne de valeur, est-ce que cette chaîne de valeur est résiliente? Est-ce que dans cette chaîne de valeur, elle va être amenée à dépendre de certains matériaux? Pas forcément en quantité limitée, c'est peut-être aussi un problème, comme dit Julien Bueb, de géopolitique. Est-ce que j'aurai toujours accès à ces matériaux? C'est une question qui s'est posée il y a quelques années avec la Chine, qui a restreint l'accès de certains de ces matériaux, notamment au Japon. Et puis, sur les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Il y a beaucoup de transport dans une entreprise. Il y a bien évidemment le transport des marchandises qui arrivent à l'entreprise pour être transformées, et puis qui repartent. Et puis aussi le transport des employés. Si l'entreprise, ses employés peuvent peu venir travailler, ça pose un petit problème quand même. Et donc là, il y a quand même des leviers, des choses qui peuvent être mises en place extrêmement facilement. Dites-nous, c'est quoi? Alors un exemple, c'est le covoiturage. C'est assez stupide. Je rappelle juste que 90% des trajets, quand les gens vont au travail le matin, ils sont tous seuls dans leur voiture. Une voiture qui fait généralement entre 4 et 5 places. Demain, si vous êtes 2, vous baissez d'un coup 2 fois les émissions de CO2, les émissions de polluants aussi, dioxyde d'azote, particules, la consommation de pétrole. Quand vous êtes à Paris, accessoirement, vous baissez l'emprise au sol de votre voiture, vous faites diminuer un peu les bouchons. Et alors ça, c'est très facile à mettre en place, et c'est encore plus facile à mettre en place chez vous, dans les zones rurales,
parce que ici à Sarrebourg, vous avez un bassin d'emploi, une concentration de personnes qui travaillent au même endroit, et aujourd'hui, il y a des solutions qui existent qui permettent un peu, entre guillemets, d'industrialiser cet autostop. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à Sarrebourg, si j'ai bien compris, il y a une solution qui avait été mise en place avec la filiale SNCF d'Iverum, qui a été récemment rachetée par une société qui s'appelle Klaxit. Et Klaxit, c'est le champion de France du covoiturage domicile-travail. Et donc si cette solution est mise en place et devient disponible pour toutes les entreprises qui travaillent à Sarrebourg, vous allez être capable, tout simplement, pour les trajets domicile-travail, de diviser votre consommation de pétrole. Alors ça c'est sur le personnel, sur les marchandises. Alors sur les marchandises, c'est un peu plus compliqué, parce que malheureusement, le pétrole, on va pouvoir s'en passer dans des usages où on peut les remplacer, mais est-ce que demain, tous les camions vont être des camions électriques ou à hydrogène? Ça va prendre un peu plus de temps. Alors, une façon facile de faire des économies de transport, c'est de limiter ou de ne pas transporter des choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire dans quelle mesure et sur quelle partie de ma chaîne de valeur suis-je capable de relocaliser, de réduire les distances. Un exemple simple, mais beaucoup de choses, bien évidemment, aujourd'hui, sont fabriquées en Chine. Bon, les entreprises, maintenant, elles ne vont plus en Chine parce que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais les coûts du travail ont tellement augmenté qu'ils vont venir finalement plus proches de nous, peut-être en Europe, etc. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir, voilà, quelle partie de notre chaîne de valeur, comment est-ce qu'on est capable de rapprocher des distances, de mieux transporter, et puis après, comment on transporte? Est-ce qu'on transporte avec un camion? Est-ce qu'on est capable d'utiliser, alors c'est difficile aujourd'hui, c'est des contraintes, mais il y a quand même le ferroutage qui va se développer. Et donc ça, c'est des réflexions importantes à prendre. Mais au-delà du transport aussi, moi je pense que l'excellente nouvelle, c'est que la France est au début d'une réindustrialisation. On ne peut pas de toute façon aller beaucoup plus loin de ce qu'on a fait jusqu'ici. On parlait de toute cette perte d'emploi. Moi j'ai été choqué, parfois je me baladais dans le sud de la France, j'avais l'impression d'être dans Lucky Luke, à traverser des villes fantômes. Tout était parti. Qu'est-ce qu'on avait fait? La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est fini. Et ça va revenir petit à petit. Je ne sais pas à quel rythme. Hier, c'est un bon signal. Emmanuel Macron était en Charente pour mettre la première pierre de cette usine à batterie. Bon, c'est peut-être pas... C'est 200 emplois, mais le futur, c'est bien cette relocalisation. Et là, pour le coup, c'est pas vous... vous allez avoir besoin un petit peu peut-être de l'Europe pour y arriver. On en discutait tout à l'heure. L'Europe a une chance historique, c'est que l'Europe, c'est 500 millions de personnes qui consomment beaucoup. C'est le plus grand pôle de consommation au niveau mondial. Et donc l'Europe est en mesure d'imposer ses règles aux autres. Elle pourrait le faire si elle en a la volonté. Aujourd'hui, il y a une impulsion positive au niveau européen avec le Green Deal. Pour l'instant, c'est un petit peu un catalogue de promesses, mais il n'est pas impossible que ça aboutisse à des choses très intéressantes. Si on mettait des règles... Alors, je vais vous prendre un exemple... Très rapidement, parce que je voudrais qu'on avance, Nicolas. Un exemple très simple. La production des batteries, voitures électriques. Donc demain, vous allez vouloir vous acheter des voitures électriques. Aujourd'hui, les voitures électriques, les batteries ne sont pas fabriquées en France. Les batteries, la Renault Zoé, elles sont fabriquées en Pologne, 80% en charbon. La plupart des batteries, elles sont fabriquées en Asie, en Chine. On pourrait dire, demain, si vous voulez vendre des voitures électriques en Europe, il faut que la batterie soit fabriquée avec une électricité décarbonée. Moins de 200 grammes de CO2 du kWh. C'est la règle. Vous pouvez le faire en Pologne, vous pouvez le faire en Chine, mais alors il faut mettre des panneaux solaires, il faut mettre des éoliennes, il faut acheter des certificats d'énergie, et si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas la vendre, point final. Oui, je vous en prie, Corinne Lepage, et puis on va passer ensuite une vidéo. Allez-y, Corinne Lepage. Oui, non, ce que je voulais dire en vous écoutant, je pense que tous ces sujets-là, pour une entreprise, permettent de monter encore d'un cran. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous posiez la question en disant qu'est-ce que va devenir mon marché dans les 3 ans, 5 ans, 10 ans qui viennent. C'est le sujet de tout chef d'entreprise, hein, bien entendu. Comment je pérennise mon marché, et comment je fais mieux
ça veut dire de se reposer toute la question quand c'est industriel, de ce qu'on appelle l'éco-conception, de la conception du produit, de la manière dont effectivement il va permettre d'être économe en eau, en matières premières, éventuellement de changer de matières premières de manière à aller vers des matières premières dont la sécurité d'approvisionnement est mieux assurée que d'autres, éventuellement de se placer dans une obligation d'économie circulaire qui est quand même complètement aujourd'hui à l'ordre du jour. C'est-à-dire, même si on ne peut pas tout récupérer, on peut quand même en récupérer une partie non négligeable, mais ça doit être pensé en amont. De concevoir un établissement industriel qui se fournit à lui-même sa propre énergie, qui peut recycler son eau de manière à ne pas avoir besoin d'aller en chercher ailleurs, etc., etc. Et donc, tout ça, finalement, permet de se poser toute une série de questions, d'aller vers des économies, parce que ce sont des économies, c'est peut-être des investissements au départ, ce sont des économies à l'arrivée, et de se placer dans quelque chose qui est quand même beaucoup plus pérenne et qui a l'avantage à la fois d'être, je dirais, dans une perspective de rentabilité économique, mais aussi dans une perspective d'adaptation permanente aux enjeux qui sont les nôtres. Eh bien, merci beaucoup, Caroline Lepage, parce que ça nous fait la transition toute trouvée. Magnéto, on va voir l'EIT en 1 minute 23. C'est parti. Industriel et territorial vise à optimiser les échanges de flux à l'échelle d'un territoire. Concrètement, une entreprise a des flux entrants, des matières premières, de l'énergie, et des flux sortants, des déchets, des coproduits, des effluents. L'EIT, c'est boucler les flux entre acteurs du territoire pour que les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. Et cela marche pour toutes sortes de flux. L'énergie, les déchets, l'eau. Il est également possible de mutualiser les ressources. Mutualisation des équipements, des services et des transports. L'EIT permet donc de générer des gains économiques pour les entreprises tout en augmentant l'attractivité du territoire. Pour se lancer dans une démarche d'EIT, il faut quoi? Premièrement, le rôle essentiel est celui de l'animateur. Il est chargé d'animer des ateliers pour faire se rencontrer les entreprises, créer un climat de confiance ainsi qu'un réseau. Ensuite, il faut analyser les données recueillies au sein d'un outil de collecte de ressources pour identifier les synergies possibles et contribuer à leur concrétisation. Enfin, il est important de suivre puis d'évaluer la démarche, évaluer les gains environnementaux, les gains économiques et les gains en emploi. Voilà, c'était une vidéo fournie par l'ADEME sur l'EIT. Nicolas Maillan. Oui, je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, c'est que les gens travaillent entre guillemets les uns à côté des autres, mais ils n'ont pas trop d'idées. Alors, je ne vais pas généraliser, mais pour pouvoir réutiliser les déchets de son voisin, il faut déjà savoir quel voisin a déchet produit comme déchet. Et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, c'est l'étape sans doute la plus importante. Après l'analyse, etc., il y a des outils qui existent, mais que les acteurs puissent se rencontrer et puissent effectivement échanger et créer des liens entre eux. Parce que c'est comme ça aussi que vous augmentez votre résilience. Je pense que il faut effectivement essayer d'utiliser, ce sera une partie des économies, mais c'est des leviers qui sont très importants à exploiter. Corinne Lepage. Oui, c'est un sujet qui n'est pas tout à fait nouveau. Je rappelle que la première expérience d'écologie industrielle a été faite à Kalundborg en 1989. Ça fait quand même un petit bail. Kalundborg, c'est au Danemark. En fait, il y a deux manières de voir le sujet. Ou bien on considère que, une fois que tout le monde est installé, on regarde, effectivement, on se parle, et c'est important ce que disait Nicolas, et on essaie de voir qui pourrait devenir le producteur de quoi, et ainsi de suite. Mais on peut aussi avoir une conception en amont. Et lorsque l'on aménage des zones, de concevoir dès le début quels sont les types d'entreprises que l'on pourrait faire venir, compte tenu, par exemple, d'un producteur d'énergie, direct ou indirect,
Alors, je dirais que ça veut dire soit c'est son métier d'en produire, soit de par son activité économique, il en produit. Je pense au cimentier, par exemple, dont l'objet n'est pas de produire de l'énergie, mais du ciment, mais qui, de fait, produit beaucoup d'énergie. On peut penser aux data centers, aujourd'hui, qui ont énormément d'énergie à revendre, si je puis dire. Et à partir de ce type d'activité, de concevoir un aménagement de zone. Voilà, et je pense que ça, c'est probablement plus prometteur, parce que c'est un sujet autour duquel on tourne depuis 25 ans, 30 ans, et finalement, on avance très, très lentement. On va inviter nos amis à vous poser des questions, à témoigner à leur tour. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez sur le territoire? Quelles solutions vous aimeriez voir mises en place rapidement? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelles sont éventuellement vos angoisses, vos coups de cœur ou vos coups de gueule? Allez-y, la parole, elle est libre, elle est à vous. On a des micros, il faut en profiter. Et puis on retrouvera un petit peu plus tard Julien Bueb qui devrait certainement réagir à tous nos propos. Allez, c'est parti, une première question. Merci monsieur. Merci de vous présenter monsieur. Oui, donc Patrick Desbarres, Société Armes de la Zorn. Mettez-le bien un tout petit peu plus bas, voilà, au menton. Ça va mieux là? Oui, c'est mieux, très bien. Donc j'ai une question, enfin c'est un constat et une question en même temps. Donc on a tous l'impression que les citoyens en France et partout ailleurs ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années, hein, y compris les collectivités locales. Hein. Mais par contre, on se rend souvent malheureusement compte que l'État français ne donne pas les moyens nécessaires pour y arriver. J'ai un exemple concret, c'est dans le transport notamment. Ça fait des années, des dizaines d'années, qu'on a constaté que la France est un pays de transit. Tous les transporteurs du Nord, de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, de l'Europe du Sud, traversent la France tous les jours. Et on ne s'est pas donné les moyens, même pas aujourd'hui, hein, de mettre ces camions sur les trains. Et ça, c'est un exemple concret qui pourrait économiser des tonnes et des tonnes de pétrole tous les ans, et les pollutions. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on n'arrive pas bien à assimiler. Quoi. Ça veut dire en même temps avoir des infrastructures pour ça. Ben justement, c'est à l'État de donner les moyens. Hein, et on a l'impression que c'est l'État qui bloque. D'accord. Hein, et ça, c'est comme disait Madame Lepage, c'est pas un constat qui date d'hier. Hein. Ça date. Hein. Ça date. Oui, si vous avez envie de réagir, réagissez. Non, Puis... rapidement, oui. Très rapidement, oui. C'est ce que j'ai commencé cette conférence comme ça, hein, ne comptez pas sur l'État, malheureusement. Comptez sur vous. Voilà, il faut compter sur vous. Il y a des solutions qui existent. Alors, effectivement, quand il ne pas, je parlais de la Suisse. Bon, la France, on a un petit problème. Effectivement, c'est qu'on est le deuxième pays le plus grand d'Europe, et peu de gens le savent, mais on est 50% plus grand que l'Allemagne. Donc, quand on a un grand pays, qu'on doit faire des infrastructures, ça coûte cher. Donc, le ferroutage, par exemple, c'est des choses qui existent, c'est des choses qui fonctionnent, mais le transport par camion est tellement moins cher et tellement plus pratique, puisque vous avez plus ces plateformes logistiques de transbordement, que quand vous faites le coût fois cette praticité, c'est un peu la même histoire que la voiture électrique, ben, les gens prennent le camion. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire plus de ferroutage? Ben, il faut augmenter le coût du camion. Ça pose un problème, parce que si on l'augmente que nous en France, ben, forcément, on va avoir des soucis avec nos voisins, donc il faut que ce soit fait au niveau européen. C'est un peu le sujet de la taxe carbone, hein, ce genre de choses. Pas que les gars, je vais vous laisser. Oui, alors le transit, ben, il me semble qu'il y a un projet. Il y a un projet qui était prévu pour ça. Malheureusement, ils n'ont pas donné le bon nom. Et s'ils avaient trouvé un autre nom, ça serait peut-être appliqué. Mais comme ils ont appelé ça écotaxe, malheureusement, ça a été mordé. Mais c'est ce qui était prévu, effectivement, que les gens, tous ces camions qui, ne prennent pas le carburant en France et font que traverser les routes et profiter de l'infrastructure sans rien payer, il était prévu qu'il se passe quelque chose. Alors, il me semble, hier, on a eu la chance à France Stratégie, puisque d'avoir Karima Deli avec nous, qui est présidente de la commission transport,
du Parlement européen. Et là, pour le coup, vous allez plutôt pouvoir compter sur l'échelon d'au-dessus, comme Karima Delli, puisque elle, il me semble que dans les lois qui sont prévues, il y a cette eurovignette pour tous les camions au niveau européen. Donc ça sera peut-être mis en place, ce ne sera pas au niveau de l'État. Et sur tous ces sujets-là, de toute façon, personnellement, j'ai plus d'attentes au niveau européen qu'au niveau de l'État. Corinne Lepage. Oui, en complément, vous avez raison, on ne peut pas attendre tout de l'État, mais il faut quand même qu'il fasse son job. Or, moi je constate une chose assez simple, c'est qu'après la guerre, 40% du fret était sur rail, quand j'étais ministre c'était 10%, et aujourd'hui c'est 6%, je crois. Voilà. C'est-à-dire qu'on va exactement dans le sens dans lequel il ne faut pas aller. L'Allemagne, par exemple, recommence à mettre des trains de nuit. Nous, on n'en a plus. Nos voies secondaires, on les supprime. On construit dessus. Donc en plus, c'est foutu. Parce qu'une fois qu'il y a une maison dessus, on ne va pas récupérer les voies. Donc il y a quand même des politiques qui ont été menées directement à l'encontre de ce qu'il aurait fallu faire, quoi. L'histoire du ferroutage, des autoroutes ferroviaires, etc. On avance vraiment très très mal. La SNCF a supprimé le système du wagon isolé qui permettait précisément à des entreprises de taille moyenne de pouvoir utiliser le ferroviaire. Voilà, donc on est franchement allé tout à fait en sens contraire sur ce volet-là. Alors, la fiscalité, effectivement, est une manière de récupérer, mais si vous n'avez plus techniquement l'infrastructure qui permet de faire un réseau de ferroutage digne de ce nom et qui irrigue toute la France, vous pouvez faire payer toutes les taxes carbone que vous voulez, on n'aura plus les moyens aujourd'hui de refaire ça. Allez, on va poursuivre le débat dans la salle. Allez-y, madame, merci de vous présenter. Oui, Marie-Christine Carras, Pays de Sarrebourg. J'avais deux exemples concrets qui m'ont interpellée, notamment donc l'exemple de Rungis, puisque jusqu'à présent, les denrées pouvaient être transportées par le train, et aujourd'hui, elles vont être transportées par les camions. Donc effectivement, développement de routes, impact sur nos collectivités, puisque la plupart de nos collectivités locales devront sans doute participer à la création de ces nouvelles voies routières. Qu'est-ce que nous rêverions pour nos enfants et nos petits-enfants? C'est ça l'imaginaire. Alors évidemment, si vous êtes toujours en train de dire, d'abord, c'était vachement mieux avant, point 1. Point 2, il faut faire moins, il faut avoir moins, il faut se réduire. Très franchement, c'est pas très sympathique, quoi. Ça donne pas franchement... Approchez bien le micro. Ça donne pas franchement envie. En revanche, d'essayer de trouver tout ce qui nous permet d'aller vers du mieux. Parce qu'on est quand même une société qui ne se porte pas bien. C'est le moins qu'on puisse dire, qui ne va pas bien, qui n'est pas heureuse. D'aller vers du mieux, alors là, on peut effectivement trouver les moyens d'entraîner à tous les niveaux, au niveau public comme au niveau privé, les gens pour aller vers ce mieux-là. Mais, et je terminerai là-dessus, c'est pas avec le capitalisme financier comme il est aujourd'hui qu'on va le faire. Bon. Le problème, c'est quoi d'autre? Déjà réguler. Ce serait déjà un premier point. S'attaquer réellement aux inégalités. C'est un deuxième point, mais qui est lié au précédent. Je rappelle quand même qu'aux États-Unis, aujourd'hui, la situation des inégalités est plus grande qu'avant la guerre de 14. Il faut se rendre compte. Chez nous, en France, c'est heureusement pas à ce niveau-là. Mais quand même. Quand même. Voilà. Donc, tout cela, c'est des sources d'espoir, d'envie, de partage et de transformation. Et je pense que pour vivre de manière psychologiquement acceptable, que nous allons avoir à vivre, et à mon avis assez rapidement, il faut absolument que la résilience, elle passe aussi par cet effort d'imagination. Parce que sinon, ça va être très, très difficile. D'un mot, Nicolas Meillan, vous rêvez à quoi? Ce monde? Moi, je suis très optimiste. Je suis très optimiste parce que je pense qu'on est à la fin
au bout d'un monde de gabégie, où on avait de l'énergie à profusion, on avait tout à profusion, on a pu faire n'importe quoi. Et on va plus pouvoir le faire, et donc il va falloir un peu réfléchir. Et je vous ai parlé un peu de pic pétrolier, mais peut-être qu'en même temps que le pic pétrolier, voire même avant, je pense qu'en France, on pourra passer le pic antidépresseur. Et donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle. On n'en a jamais autant consommé, parce qu'on va arrêter, on va commencer à se reparler, on va commencer à recréer des liens. On ne va pas revenir dans le passé, mais mine de rien, il y a beaucoup de choses du passé qu'on va retrouver. Le temps qu'on passe avec ses voisins. Alors dans le passé, il y avait aussi beaucoup de trains, on se déplaçait en train dans le passé. Mais mine de rien, pourquoi est-ce qu'on va revenir vers le passé? Et parce que dans le passé, on avait moins d'énergie. Et donc, on faisait différemment. Et donc, il va falloir regarder comment on faisait. On ne va pas revenir à l'âge de pierre. Hein. Comme le dit souvent un Philippe Biwix, ce sera minimum l'âge de fer. Et on pourra encore se déplacer en vélo. Et moi, je suis très optimiste parce que je pense que la société telle qu'elle est aujourd'hui n'a jamais été autant égoïste, n'a jamais été autant asociale qu'avec les réseaux sociaux. C'est quand même assez dingue. Et donc, non, je suis plutôt positif et je suis plus optimiste pour vous que pour moi, qui habite en Paris, pour info. Au moins, vous aurez à manger. Roland Klein et Laurent Wagner, je vais vous laisser conclure. On est en période de vœux. Vous avez peut-être des souhaits, des vœux, Wagner. Moi, je voudrais tout d'abord remercier au nom de Moselle Sud Entreprendre les intervenants et les personnes qui sont présentes dans la salle pour les échanges riches qui ont lieu cet après-midi. Alors, la conférence montre bien que l'entreprise est vraiment au centre de la transition énergétique. On a tous un rôle à jouer en tant qu'entrepreneur, quelle que soit la taille de notre entreprise, qu'elle soit grande ou petite. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas tout seul. On a parlé tout à l'heure de IT et on a la chance d'être dans un territoire labellisé EIT grâce à l'implication de la CCSMS qui est vraiment très très active dans ce domaine-là. Et puis comme Madame Lepage, je voudrais terminer sur une note plutôt optimiste, puisque la transition écologique, c'est aussi une opportunité pour les entreprises. C'est un levier de croissance dans certains cas, parce que les entreprises savent se remettre en cause, proposer des solutions. Alors je voudrais juste citer deux exemples d'entreprises qui sont probablement présentes dans la salle. Donc l'une d'entre elles qui a mis au point des vitres à faible émissivité qui permettent d'éviter le rayonnement et la perte de chaleur dans les fours, donc une entreprise locale. Et une autre entreprise locale qui a mis au point des poignées connectées qui permettent des poignées de fenêtre connectées qui permettent de couper le chauffage quand la fenêtre est ouverte. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je pense sincèrement que dans la transition énergétique, l'entreprise n'est pas l'ennemi, mais au contraire fait partie de la solution. Merci beaucoup Laurent Wagner, Monsieur Klein. Oui, d'abord je voudrais remercier bien sûr nos experts, mais remercier toute l'équipe qui a organisé cette conférence. C'est pas dans nos gènes d'organiser des conférences. Et je voudrais donc surtout remercier Sabrina Roitel, qui elle est notre animatrice. Elle est tout en haut, Sabrina. Voilà, on la salue. Merci Sabrina. Toute son équipe. Voilà, on peut l'applaudir et toute son équipe. Toute son équipe avec Étienne Piguet, avec Thibaut Reitzer, avec Lucie Lenz, mais aussi Isabelle Parmentier à la régie, etc. Enfin bref. Et puis Damien Harry. Merci pour cette organisation. Je vous sentais fébrile ces derniers jours. Et voilà, le résultat est là. Oui, merci pour cette conférence. Alors nous sommes un territoire, pas bisounours, mais quand même nous faisons encore rêver. Faisons encore rêver parce qu'on a la chance de vivre dans un environnement de très grande qualité avec des entreprises qui y veillent. Et moi j'ai toujours dit, et je commence vraiment à être rassuré sur mes propos, c'est que demain et plus encore après-demain, la signature écologique d'un territoire va être un marqueur particulièrement important et fort dans son attractivité. Pour attirer de nouvelles entreprises, pour attirer de nouveaux habitants. Ça sera un marqueur très fort. Nous avons pris un peu d'avance sur d'autres. J'espère qu'on leur donnera envie. C'est en tout cas ce qu'on a voulu faire cet après-midi. Et ce que je voulais, c'était terminer sur une phrase que j'ai déjà utilisée il y a 2 ans lors de mes vœux. C'était de rappeler un peu cette citation, cette légende amérindienne que citait Pierre Rabhi, fils d'un forgeron algérien qui est venu en France et qui était un pionnier de l'agriculture écologique. Il racontait cette histoire d'un petit colibri, enfin petit, c'est même, puisque c'est le plus petit oiseau au monde, qui est magnifique, l'oiseau mouche, et bien au-dessus de la forêt australienne, et bien cet oiseau
allait chercher de l'eau dans son petit bec, des petites gouttes d'eau. Et les autres animaux étaient voilà, paralysés par les flammes et voyaient ce petit oiseau pas perdre son temps à vouloir éteindre le brasier. Et un kangourou l'a interpellé, il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien, ça sert à rien. » Et le petit colibri de répondre « Moi je fais ma part. J'essaye de faire ma part, je fais ma part. » Alors j'espère qu'aujourd'hui, on a montré que notre territoire, qui est un peu le colibri en Europe, voire même en France, eh bien, il essaye de faire sa part, de donner envie à d'autres de nous suivre et d'être... L'année dernière, notre slogan, c'était audace, audace d'entreprendre et tout, mais bienveillance. Et je crois que c'est ce qu'il faut, c'est rendre notre monde un peu plus bienveillant. En tout cas, merci pour cet après-midi. Merci beaucoup, Roland-Antoine. Merci à nos intervenants. Merci à vous pour votre participation. On va vous inviter à descendre les gradins et puis on va se retrouver autour d'un verre de l'amitié. Il suffit d'emprunter.